La chasse au gibier d'eau se termine dans quelques jours dans les Hauts-de-France. Canards colverts, sarcelles d'hiver, bécassines, mais aussi pluviers argentés, courlis, huîtres yépis et autres oiseaux migrateurs vont pouvoir retrouver le calme de leurs marais et de leurs bords de mer. Une pratique traditionnelle qui a longtemps permis d'apporter un complément alimentaire aux populations rurales et qui est devenue un loisir. Une pratique qui inquiète aussi les écologistes depuis des dizaines d'années. Et encore l'été dernier, lors de l'ouverture de la chasse, pour eux, ça peut être une menace pour les oiseaux migrateurs. Alors cette chasse au gibier d'eau dans les Hauts-de-France peut-elle évoluer pour concilier habitudes cynégétiques et préservation des espèces ? C'est le débat du jour dans votre émission RCF Voix du Nord comme une planète, dédiée à l'actualité écologique des Hauts-de-France, co-réalisée et animée avec Fabrice Bourgis de la Voix du Nord. Bonjour Fabrice. Bonjour Anne. Et pour évoquer ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir sur votre plateau Simon Régin, vice-président de la Fédération régionale de la chasse et président de la Fédération des chasseurs du Nord. Bonjour. Et Patrick Thierry, président de Picardie Nature, association environnementale basée à Amiens. Bonjour. Comme une planète, le magazine de l'écologie intégrale, Anne-Henri, Fabrice Bourgis. Avant d'ouvrir la discussion, Fabrice, pouvez-vous nous rappeler le périmètre de la chasse au gibier d'eau ? Marais, étangs, littoral, bord de rivières, elles sont nombreuses les zones humides où la chasse au gibier d'eau se pratique. En France métropolitaine, sur les 65 espèces d'oiseaux chassables, 38 sont des espèces de gibier d'eau. Et parmi elles, beaucoup sont des oiseaux migrateurs. La chasse au gibier d'eau est une pratique traditionnelle, dite de loisir. Elle concerne un peu moins de 15% des 820 000 chasseurs, et chez nous, dans les Hauts-de-France, elle se pratique à la hutte, surtout, c'est-à-dire dans des petites cabanes camouflées. Mais l'été dernier, lors de l'ouverture de la chasse, le sujet s'est tendu, sur divers aspects. D'abord avec l'Europe, qui a réduit le nombre d'espèces chassées. Un certain nombre d'entre elles font l'objet d'une préoccupation de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Par ailleurs, certains écologistes, toujours dans la région, n'ont pas hésité non plus à dénoncer de la maltraitance animale. Les chasseurs ont alors réagi pour préserver leur activité. Il faut dire que la chasse, elle représente par ailleurs une vraie force politique et économique, avec 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an et 40 000 emplois temps plein au niveau national. 6 mois après, comment s'est passée cette saison de chasse au gibier d'eau ? La pratique peut-elle s'adapter aux contraintes environnementales ? On va voir ça avec nos deux invités, que nous sommes très très heureux d'accueillir. Et j'ai d'abord une première question à poser à M. Régin. Le 31 janvier, ce sera la fin de la saison de chasse, du gibier d'eau. Et première question, comment s'est passée cette saison ? Alors, cette saison a été compliquée. Déjà, simplement, peut-être une toute petite rectification. Au niveau national, on est 1 million de chasseurs et non pas 820 000. On est un tout petit peu en dessous d'1 million, ça. Malheureusement, au niveau national, ça baisse un petit peu. Alors, dans le département du Nord que je connais bien, puisque j'ai la chance de le présider, on a plutôt la chance puisqu'on est plutôt en stabilisation, voire en légère augmentation du nombre de chasseurs, du nombre de pratiquants. Mais à l'échelle nationale, on est 1 million de chasseurs et de pratiquants. Et deuxième petit point, avant de rentrer dans le détail de la chasse du gibier d'eau. Au-delà d'un loisir, c'est clairement une passion. C'est un pan entier de la vie de dizaines de milliers de personnes dans notre région. Ça, c'est clair. C'est bien au-delà d'un loisir et d'une occupation du dimanche pour la majorité d'entre nous. La période de chasse du gibier d'eau a été compliquée au niveau régional, surtout compliquée dans le Nord. On y reviendra probablement plus tard avec les risques sanitaires. Mais voilà, ça a été une saison compliquée avec... dans la Somme et en baie de Somme en particulier, pas mal d'agitation aussi et d'actualité pas toujours positive par rapport à notre communauté. Mais en début de saison. Entre le mois d'août où il y avait eu un peu de polémique et aujourd'hui, effectivement la fin d'année a été bousculée par la grippe aviaire, on reviendra dessus, mais entre les deux, ça s'est bien passé ? Oui, globalement, on va dire une saison qui s'est divisée en deux grandes parties. Une première partie de saison avec relativement peu de passages et relativement peu d'oiseaux migrateurs au-dessus de nos régions. Et une deuxième partie qui c'est de mi-décembre je l'espère, jusque fin janvier, avec de beaux passages, une quantité intéressante d'oiseaux qui sont passés, des conditions climatiques qui ont fait que, puisque je dirais à l'échelle des zones de migration et des trajets que nos espèces
la France est toute petite par rapport. Donc voilà, on a eu la chance de contribuer ou de bénéficier plutôt de conditions plutôt propices en deuxième partie de saison. Quels sont d'ailleurs les animaux les plus chassés, nous, en Hauts-de-France? Au niveau des oiseaux d'eau, Oui, de manière générale? ouais. Oui, on a le colvert, évidemment, le canard colvert, et après dans les migrateurs, surtout prélevés dans les installations de chasse de nuit, hein, donc la fameuse chasse à la hutte. On a la sarcelle d'hiver, qui est assez prélevée. Un petit peu plus tard en saison, le canard siffleur. Et on a la chance, en tout cas dans les Hauts-de-France, d'avoir un beau panel d'espèces, et on a la chance d'être sur des couloirs migratoires dont on ne soupçonne pas la richesse. Pardon. Une des nouveautés de cette année, c'est le nouveau système déclaratif des prises de chasse en ligne sur l'application Chasse Adapt. Est-ce que les chasseurs ont joué le jeu de déclarer leur prise? Oui, clairement, c'est une révolution, hein, c'est pas une évolution, parce que on change complètement de paradigme, hein, avec une déclaration obligatoire pour certaines espèces. On a des espèces, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui sont soumis à des quotas de prélèvements nationaux, donc c'est-à-dire que les prélèvements doivent être faits obligatoirement en temps réel pour qu'on suive le quota de prélèvement. Par exemple, le fuligule milouin, c'est son cas. Et ensuite, on a un certain nombre d'espèces dont les prélèvements doivent être déclarés, puisque on s'inscrit maintenant. La communauté de la chasse s'est engagée depuis ce printemps et ce début d'été avec l'actualité qui a été riche, et les menaces venues d'Europe et du ministère ont été intenses. En conclusion, nous, on n'a fait que confirmer une volonté de s'engager dans une gestion adaptative des espèces. Et donc, un prélèvement, des déclarations en temps réel des prélèvements via l'application Chasse Adapt. Ça, c'est notre président national qui l'a porté, Willy Schran, qui a vraiment fait faire un saut vers l'avenir à la communauté des chasseurs. Alors, j'avais interrogé la Ligue de la protection des oiseaux, la LPO Hauts-de-France, qui était un peu sceptique sur cette application. De votre côté, Patrick Thierry, je rappelle, hein, vous êtes le président de Picardie Nature. Que pensez-vous de ce nouveau mode de suivi ? Alors, c'est du déclaratif. Donc, il peut y avoir effectivement des personnes qui vont sous-déclarer. Le raisonnement de base, et pourquoi ça vient aussi de l'Europe, c'est qu'en gros, on a des populations d'espèces qui chutent. On a des listes rouges. Picardie Nature intervient au niveau des Hauts-de-France pour dresser la liste rouge des oiseaux nicheurs en Hauts-de-France, avec le GON, sous l'animation de la Réal Hauts-de-France, selon une méthodologie de l'Union internationale de la conservation de la nature. On a des listes rouges nationales, des listes rouges européennes. Et donc, à partir du moment où on a des espèces il y a des classifications. CR, c'est en danger critique d'extinction. EN, c'est en danger. VU, c'est vulnérable. Et en fait, les espèces qui font l'objet de ce qu'on appelle la chasse adaptative ou du PMA, prélèvement maximal autorisé, ce sont des espèces qui ont le statut en danger critique d'extinction ou en danger. Voilà. Et en fait, si on a une sous-déclaration, comme on renouvelle les listes rouges tous les 5 à 10 ans, si la population continue à s'effondrer, ben là, on passera au moratoire. Voilà. Si cette adaptation de réduction des prélèvements est efficace et permet de stabiliser la chute des populations, voilà. Et je pense que c'est l'évaluation à 5 ou 10 ans qui déterminera si ce dispositif est réellement suivi et est efficace. Voilà. Donc tout le monde a intérêt à ce que les populations ne continuent pas de baisser. Alors, ce n'est pas forcément la chasse qui les fait baisser, c'est principalement la destruction d'habitats, la destruction des zones humides. Mais malgré tout, si on a une baisse de population, à un moment donné, il faudra arrêter la chasse, comme on a fait pour le courlis cendré ou la barge à queue noire. Donc, c'est un dispositif à suivre dans le temps, oui. Et il faut se méfier des sous-déclarations. C'est entendu. Alors, on va aborder un premier sujet de tension qui remonte à l'été dernier, mais finalement qui est quand même récurrent depuis 2-3 ans. L'été dernier, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau a été marquée par des tensions entre chasseurs et certains écologistes en baie de Somme, un site où des millions d'oiseaux migrateurs issus d'Europe, de Scandinavie ou de Russie font escale en France et bien sûr du coup sont abattus par les chasseurs en période de chasse. Tout ça est bien sûr tout à fait légal. Et il y a un écologiste naturaliste écologue, Pierre Rigaud de l'association Nos Viventia, qui a suivi l'ouverture de cette chasse. Il a fait des vidéos dans lesquelles il dénonce certaines pratiques. Alors on va les évoquer. Fabrice, je vous laisse donner une petite liste et puis ensuite on vous fera réagir. Oui. Alors, M. Rigaud, en fait, il le reproche aux chasseurs
de se poster à la limite de la réserve naturelle, de façon à tirer sur les oiseaux juste au moment où ils sortent de la réserve. Il leur reproche également de tirer sur des oiseaux sans forcément les ramasser. De finir des oiseaux blessés aussi en les tapant plusieurs fois sur la crosse de leur fusil, alors, ce qui n'est pas un acte de chasse normalement. Et puis dans les marais, Pierre Rigaud dénonce aussi les conditions de vie des oiseaux appelants qui sont censés attirer leurs congénères. Ils sont par exemple transportés dans des toiles de jute avant d'être attachés dans des marais des journées complètes et dans des petites cages pour appeler l'oiseau sauvage. Alors, avant de vous donner la parole, ces pratiques sont critiquées, mais aujourd'hui légales. Le monde de la chasse était furieux contre ces vidéos, se sentait harcelé. D'ailleurs, on avait proposé à M. Pierre Rigaud de venir, mais la fédération n'a pas voulu échanger avec son association. Mais rappelons tout de même que l'association de chasse du domaine public de la baie de Somme avait réagi quand même en 2024 dans un communiqué. Elle regrettait à l'époque que certains pratiquants ne respectaient pas certaines valeurs éthiques de la chasse. On va vous donner la parole, Simon Régin. Vous représentez la Fédération de la chasse dans le Nord, mais vous êtes vice-président de la fédération régionale. Comment vous réagissez quand vous voyez ces vidéos ? Alors, il y a déjà différentes choses. Sur ce point-là, je pense que, de manière générale, il est quand même important de rappeler que le monde de la chasse n'a aucun problème à travailler avec les associations de protection de la nature à partir du moment où il y a des démarches honnêtes et désintéressées. Ce qui n'est pas du tout le cas de M. Rigaud, puisque son fonds de commerce est de faire de l'antichasse le plus primaire possible, avec toujours énormément de provocations sur le terrain pour provoquer, pour les scènes qu'il a envie de filmer. Donc voilà, nous c'est vrai qu'on ne souhaite pas discuter avec cette personne qui en plus a tout intérêt, vit économiquement de l'antichasse, veut nous voir disparaître. Nous on est prêt à discuter avec tout le monde, sauf dans une certaine limite. Il a le droit quand même de filmer. Évidemment, de filmer, évidemment qu'il a le droit. Mais en y passant un temps fou et en usant d'une diversité de provocations assez dingue, au bout d'un moment on finit toujours par obtenir ce qu'on était venu chercher. Ensuite, il est facile d'avoir quelques images, de les sortir de leur contexte et d'en faire dire ce qui l'arrange. Donc c'est vrai que ça a été une actualité qui a été soutenue, qui a mis sur le devant de la scène la chasse du gibier d'eau. Mais est-ce que vous êtes vigilant ? Parce que ces pratiques, finalement, sont dénoncées depuis 2-3 ans. Est-ce que vous êtes prêt à faire évoluer quand même Mais il y a tout déjà ça ? ce qu'il faut bien quand même que vos auditeurs aient à l'esprit, c'est qu'on a la communauté de la chasse est probablement une des activités de loisirs, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Mais on va dire que c'est une activité passionnelle, légale, encadrée par le législateur, et c'est une des activités les plus encadrées qui soit et qui a le plus évolué en quelques décennies. La chasse du gibier d'eau de mon père n'était pas du tout celle qu'on pratique, et on travaille à ce que nos enfants et petits-enfants puissent continuer à chasser. Donc évidemment qu'il y a des évolutions qui devront encore être faites. Ce qu'on a vu, la gestion adaptative, l'évolution des pratiques est en cours. On est ouvert à tout, mais il y a déjà eu un énorme travail. Si on compare la situation d'il y a 30 ou 40 ans et la situation de la chasse actuelle, elle a déjà évolué de manière absolument énorme. Ensuite, on est comme dans toute communauté, on est très nombreux, on l'a dit tout à l'heure, évidemment qu'il y a des comportements qu'on ne peut pas cautionner, et d'ailleurs la réaction vous condamnez ce qu'on voit sur les vidéos quand même. Honnêtement, je ne connais pas le contenu de toutes ces vidéos. Vous les avez regardées, j'en ai vu des extraits, je pense comme tout le monde, mais évidemment il y a des choses. Après, ce qui choque beaucoup par exemple, c'est d'abréger les souffrances d'un oiseau en le tapant sur la crosse par exemple. Honnêtement, nous, notre devoir moral, à partir du moment où on va à la chasse et où on assume notre acte jusqu'au bout, c'est d'abréger les souffrances d'un animal blessé de la manière la plus rapide possible. Alors cette manière-là, honnêtement, elle est moche, c'est un fait, mais nous, l'objectif, c'est d'aller vers la solution qui va permettre de ne pas laisser l'animal souffrir, de le retrouver le plus vite possible et de ne pas laisser le souffrir le plus longtemps possible. Donc voilà, évidemment qu'il y a comme dans toute communauté, vous prenez n'importe quelle association, n'importe quelle communauté de pratiquants, il y a toujours des personnes une minorité infime,
à la chasse comme ailleurs. Et honnêtement, je pense qu'à la chasse, cette minorité infime de gens qui ne respectent rien, elle est même inférieure, je pense, à la moyenne des autres communautés. Patrick Thierry, on voudrait vous entendre aussi. Est-ce que on peut cautionner de telles pratiques menées par ce militant écologiste, d'aller sur le terrain, de filmer? Est-ce que ça ne dessert pas le propos? Enfin non, de toute façon, on vit maintenant avec les images. Il y a la même chose avec la chasse à courre et la façon dont on va épuiser un cerf avec des personnes qui effectivement s'opposent à la chasse à courre et montrent des vidéos. Les vidéos de chasseurs posés sur les bouées des limites de la réserve naturelle, moi ça ne m'étonne pas. Il y en a eu souvent. Donc c'est effectivement aux dirigeants de la CDPM d'avoir une certaine autorité. Mais c'est comme les prélèvements maximaux obligatoires. C'est comme les carnets de hutte. S'il y a une autorité, on récupère les carnets. S'il n'y a pas de contrôle, ils ne seront pas récupérés. Est-ce qu'il y a assez de contrôle, justement? Oui. Normalement, c'est l'Office français de biodiversité ouais. qui doit jouer aussi ce rôle-là. Est-ce qu'ils sont assez présents sur le terrain? Alors, par exemple, sur la CDPM de Baie-de-Somme, l'ancien dirigeant récupérait 95% des carnets. Donc, c'était quelque chose qui semblait satisfaisant. Sur les images, effectivement, de Pierre Rigaud, l'huître-épi, c'est un animal. Moi, quand j'étais gamin, on discutait, j'allais au camping au Crotoy, on discutait avec des chasseurs. On disait l'huître-épi, de toute façon, c'est pas bon à manger. Donc, on peut se demander, effectivement, s'il n'y a pas quelques espèces de limicoles dont la chasse devrait être suspendue ou arrêtée, parce que de toute façon, ils ne sont même pas tués pour les nourrir. C'est pas la même chose que le canard, quoi. Et ces images-là, ça montre bien. On tire de l'huîtrier, puis on fait même pas l'effort d'aller le ramasser pour certaines de ces images. Puis après, il y a les comportements individuels. Et là, à partir du moment où il y a des images qui choquent, mais dans tout domaine, dans des manifestations, n'importe quoi, ça incite finalement, indirectement, les gens à changer de comportement. Et nous sommes toujours avec Simon Régin, vice-président de la Fédération régionale de la chasse, et Patrick Thierry, président de Picardie Nature. On fait le point sur la fin de la saison de la chasse au gibier d'eau dans les Hauts-de-France. Ensemble, on évoquait la chasse en baie de Somme. Pour aller un tout petit peu plus loin, on a évoqué ces vidéos qui pratiquaient cette maltraitance animale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore du sens de pratiquer la chasse aux oiseaux migrateurs dans un contexte où on cherche aussi à les protéger? Patrick Thierry. Enfin, moi, je peux comprendre qu'on ait envie d'être dans la nature. Et alors moi je fais de la photo où j'ai des jumelles, donc le résultat n'est pas le même, mais moi je le comprends. Et probablement, le jour où les gens n'auront plus de contact avec la nature sera vraiment foutue. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui me semble important de dire. Et donc on peut s'entendre avec des agriculteurs qui connaissent la nature et des chasseurs qui connaissent la nature. Voilà. Et puis après, il y a la question du fait de récupérer de la faune sauvage qui était destinée initialement, et encore maintenant pour certaines espèces, à se nourrir, à agrémenter en quelque sorte l'ordinaire. Donc il y a un certain nombre d'espèces comme les canards. Moi je pense que ça doit être bon à manger, la bécassine certainement également, même si je ne mange pas de gibier. Par contre, je pense qu'il y a des espèces, les limicoles, je pense qu'il n'y a rien à manger dessus. Et on peut se demander si ça a une certaine utilité en quelque sorte sur la pratique de la chasse. Enfin, c'est une opinion personnelle. Hein, ouais. Simon Régin, à cette question. Est-ce que ça éviterait peut-être l'industrialisation de l'élevage Déjà, je vous confirme que le gibier, c'est très bon. Ça, je vous le confirme. Il est évident, il y a plusieurs choses quand même qui sont importantes à dire. Il ne faut pas toujours caricaturer la chasse qui aurait été avant, entre guillemets, vertueuse parce que source de protéines animales, et de celle de loisirs maintenant qui, du coup, par comparaison, serait moins acceptable. Alors, déjà d'une, je vous invite à venir sur le terrain et à venir rencontrer un certain nombre de chasseurs de gibier d'eau et de chasseurs en général. Je peux vous dire que dans la situation, dans la société dans laquelle on vit, le gibier qui est ramené à la maison par la chasse, c'est vraiment une occasion aussi d'améliorer le quotidien, d'améliorer l'ordinaire. Et honnêtement, c'est pas une vision de l'esprit encore maintenant. On est quand même dans une situation, dans une société où malheureusement la pauvreté sévit aussi. Et il y a des chasseurs qui, on a la chance d'avoir une région qui permet de pratiquer encore une chasse populaire, accessible financièrement par les associations de chasse sur le domaine maritime, sur le domaine public.
Donc on a aussi quand même une chasse, alors on va pas utiliser le terme de subsistance parce qu'il faut pas, voilà, mais il y a une vraie aussi recherche de gibier pour le manger et dans cette recherche d'amélioration du quotidien. C'est pas une vision de l'esprit encore en 2026, c'est une réalité pour bon nombre d'entre nous et moi je tiens à me battre pour que ça le reste parce que c'est aussi une des finalités de la chasse. Voilà, tuer un animal pour pas le consommer derrière, pour pas le valoriser derrière, c'est le terme que je préfère utiliser. Ça n'a aucun sens. Et je pense que quelle que soit l'espèce, ça n'a aucun sens si derrière c'est juste tuer pour tuer. Deuxième sujet de tension qui avait aussi un peu agrémenté l'été dernier, c'était cette directive oiseaux, une directive européenne qui avait généré de nombreuses manifestations juste avant l'ouverture de la chasse. Fabrice, rappelez-nous rapidement en quoi elle consistait. Oui, alors effectivement, l'Union européenne a demandé à la France de respecter la directive oiseaux, l'article 7 en l'occurrence, pour protéger cette espèce menacée, car elle présente un risque élevé de non-durabilité de la chasse. La ministre de la Transition écologique avait donc préparé un document dans ce sens en juin 2025, mais sous la pression des chasseurs, ce sont finalement des plafonds de prélèvement qui ont été instaurés pour l'accueil des blés et 15 autres espèces. En revanche, la prolongation d'1 an des moratoires concernant la barge à queue noire et le courlis cendré a toutefois été prononcée, ainsi que la mise en place d'un moratoire de 5 ans pour l'Eider à duvet, une espèce en danger critique d'extinction sur le territoire métropolitain. Enfin, ce dispositif s'est accompagné de l'obligation de déclarer les prises pour ces espèces. Alors, Simon Régin, pensez-vous que la diminution du nombre d'espèces à chasser et la diminution de la durée de la chasse mettraient en péril la chasse au gibier d'eau ? Ah bah, évidemment oui. Enfin, il y a un moment, je pense qu'il faut quand même aussi faire preuve de bon sens et faire preuve de pragmatisme. Il y a eu des menaces, il ne faut pas les résumer à ces menaces ont été écartées par la pression ou par le lobby des chasseurs. Évidemment, on ne s'est pas laissé faire. Face à ces menaces, il faut être clair. Si la ministre était allée au bout de ces mauvaises idées, c'était concrètement la pratique de la chasse des migrateurs et de la chasse de nuit à la hutte qui était compromise, très clairement. En contrepartie, c'est un accord, comme dans tout compromis, il y a des pas qui sont faits dans un sens, il y a des pas qui sont faits dans l'autre. Il y avait aussi une analyse des données de l'état des populations au niveau européen qui était aussi qu'on a remis en cause aussi parce qu'il y a des espèces dont l'horaire de répartition entre leur zone de reproduction et les transits et les zones d'hivernage sont bien plus larges que l'Europe. Si on prend le fuligule milouin par exemple, il y a des grosses populations de fuligules qui sont en Russie. Alors autant vous dire qu'en ce moment les données d'estimation de population en Russie on les a pas. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une vue un peu plus systémique des choses. Donc on avait des arguments à faire valoir, on les a fait valoir à travers notre président national. On a été écouté, il faut le dire, enfin pas surtout, parce que c'est comme dans tout compromis, il y a eu une négociation qui a été faite. On a fait des pas importants, comme je disais tout à l'heure, sur la gestion adaptative, sur l'instauration de PMA. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que sur la bécasse des bois, qui est une espèce migratrice. PMA, on peut traduire ? Pardon ? Le PMA ? Prélèvement maximum autorisé. Donc maintenant, c'est 25 oiseaux par chasse de nuit. Donc 25 oiseaux en tout par installation de chasse de nuit et 15 oiseaux pour les chasses dites de jour. C'est-à-dire que le passer du soir, passer du matin ou lever des temps. Voilà. Et pour la chasse de nuit, c'est 25 oiseaux. Il faut se dire que jusqu'à maintenant, il n'y avait que la bécasse des bois qui était soumis à un prélèvement maximum autorisé avec une limite sur l'ensemble de la saison et une limite journalière, donc 3 oiseaux par jour ou 30 oiseaux pour l'ensemble de la saison. Là, d'un coup, on passe à 14 espèces. Donc il y a eu quand même, avec une obligation de prélèvement, avec des quotas de prélèvement sur d'autres espèces. Donc voilà, faut surtout pas résumer ça. Le gouvernement a eu peur des chasseurs et a cédé. Donc les chasseurs c'est pas du tout ça. Font des efforts aussi. Des efforts très importants. Patrick Thierry, sur cette question de limitation du nombre d'espèces et de la durée également. Alors sur l'ADRE, il y a eu 30 ans de contentieux où effectivement on s'est frité avec les fédérations de chasse et puis le résultat, je pense, maintenant sur les dates s'est stabilisé. C'est-à-dire qu'il y a eu réellement, on peut chasser sur le domaine public maritime premier samedi d'août et la troisième décade d'août sur les marais. L'idée c'était de ne pas perturber la faune tant que les adultes n'avaient pas terminé d'élever leurs jeunes.
Donc ces dates correspondent à des réalités Oui. biologiques. Sur la fermeture... le combat des écologistes, ça a été de réduire justement cette... Oui. Là-dessus, c'est 3 semaines en quelque sorte, par rapport à l'ouverture le 14 juillet. Et sur la fermeture, c'est une fermeture générale des oiseaux migrateurs du gibier d'eau au 30 janvier, puisque derrière, en fait, on a déjà des couples qui remontent et qui vont se reproduire. Voilà. Donc sur les dates, je pense que même on a 10 ans de recul avec les chasseurs au gibier d'eau, et c'est satisfaisant pour tout le monde. Sur la légalité de la chasse de nuit, c'est Dominique Voynet qui l'avait voulu avec une immatriculation. Je pense que c'est satisfaisant. Ça évite de construire des huttes un peu n'importe comment. Voilà. Après, sur les espèces, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des listes rouges européennes, des listes rouges nationales. Il y aura des espèces dont les effectifs vont chuter. Inévitablement, il y aura une réduction de la liste des espèces chassables pour un certain nombre. Et c'est déjà commencé avec le prélèvement maximal autorisé, la chasse adaptative. Et on verra bien dans 5 ou 10 ans, si les populations s'effondrent, à nouveau l'Europe interviendra en disant réduisez en France votre liste d'espèces. Donc vous êtes plutôt conciliant. Vous êtes plutôt sur le point de vue des chasseurs. En fait, c'est l'évaluation qui détermine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va sur un raisonnement qui va ressembler éventuellement à la chasse en plaine. La chasse en plaine, on fait un comptage. Les populations de perdrix chutent. L'année suivante, on détermine le nombre de perdrix ou le nombre de jours de chasse de la perdrix pour préserver la population. Et on est sur le même raisonnement, sauf qu'on doit raisonner à l'échelle de l'Europe. Mais sur une même côte, c'est ça qui est étonnant, c'est que vous passez la frontière belge, et alors là, le nombre d'espèces qu'on peut chasser est nettement inférieur à la France. Donc on est sur une même côte, par exemple, et d'un côté de la frontière, on peut chasser moins d'oiseaux, et de l'autre, plus. Comment on l'explique, ça ? C'est des politiques nationales, voilà. Et puis après, je pense qu'il faut avoir une vision européenne. Certaines espèces et populations chutent pour X raisons. On arrête les prélèvements, parce que 25 animaux par hutte, s'il n'y avait pas de limite auparavant, on pouvait monter beaucoup plus. Donc on peut avoir un impact fort à certains moments quand il y a des coups de froid qui vont baisser les populations européennes. Donc là, on est sur des prélèvements maximales, on est sur quelque chose qui est cadré. Il faut l'évaluation après, à 5 ou 10 ans, ce que ça donne. Si les résultats sont satisfaisants, les choses sont stabilisées. Simon Régin, vous souhaitez Oui, intervenir ? simplement 2 choses. Sur les périodes de chasse, je voudrais quand même revenir sur un sujet qui nous a beaucoup, qui nous travaille beaucoup dans la communauté des chasseurs. C'est vraiment la chasse des oies en février. Alors que la fermeture générale de la chasse du gibier d'eau soit au 31 janvier, soit par contre en février, on avait la possibilité, jusqu'à il y a encore un temps relativement récent, la possibilité de chasser les oies en février, qui sont des populations, quelles que soient les espèces qu'on prend, qui se portent extrêmement bien, qui font même beaucoup de dégâts dans certains États de l'Union européenne. Et donc voilà, nous honnêtement on vit ça comme une injustice, le fait de ne plus pouvoir chasser les oies en février. Alors ça fait partie des combats dont on parle peut-être un peu moins que par un moment, mais sur lesquels il faut aussi revenir. Et il y avait aussi l'aspect, on parle toujours sur l'aspect des comptages et des estimations de population, je suis tout à fait d'accord et je rejoins. Là, on a quand même des difficultés techniques, puisque on est allé, comme je vous disais tout à l'heure, sur certaines espèces, on va bien au-delà de l'Europe, parler des limitations politiques, où on parle de paléarctique occidental, donc c'est-à-dire une zone qui s'étend de manière bien au-delà des frontières, et les oiseaux ne connaissant pas les frontières, on a une partie des populations qu'on n'estime pas, et on a des difficultés à les compter. Alors il y a des évolutions qui arrivent, heureusement. La fédération régionale a financé par exemple des radars extrêmement performants pour compter, pour estimer les populations qui passent, et on est très surpris de la quantité d'oiseaux et de la hauteur de vol, de la vitesse et de la hauteur de vol qui est absolument stupéfiant. Il nous reste 1 minute pour parler de la grippe aviaire. Comment ça s'est passé en cette fin d'année, Simon Régin ? C'était très compliqué. Voilà, très compliqué. Alors le département du Nord que je représente a été celui qui a été le plus touché, puisqu'on a eu un nombre incroyable de cas, et de cas, alors en élevage, attention, alors de foyers en élevage. On est bien d'accord que la réglementation par rapport au virus aviaire, au virus de la grippe aviaire, donc qui présente un risque sanitaire pour les populations important, on a un accord avec les instances préfectorales pour que les impacts sur la chasse soient le plus faibles possible. C'est un virus qui circule dans la faune sauvage, qui a des impacts
économiques sur l'élevage qui sont très importants. Donc on a eu des foyers dans le département du Nord, on a eu énormément de foyers aussi, alors énormément, on doit être à 6 ou 7 foyers en Belgique, à la frontière franco-belge, qui a impacté fortement la pratique de la chasse du gibier d'eau dans les Flandres. Oui, j'ai vu qu'il y avait des protocoles avec des rayons d'action autour des foyers. Je passe là rapidement la parole à Patrick Thierry. Juste quelques secondes pour conclure. Vous, aujourd'hui, Picardie Nature, qu'est-ce que vous réclamez pour faire évoluer la pratique de la chasse au gibier d'eau ? Alors moi je pense, je l'ai dit, une réduction du nombre d'espèces, mais ça c'est l'état des populations qui va le déterminer, et je pense qu'à un moment donné l'Europe va intervenir sur le sujet. Juste très brièvement pour dire que il y a quelques années, on s'est allié avec les chasseurs de gibier d'eau de la baie de Somme et de la baie d'Authie pour faire interdire le jet ski en baie de Somme et en baie d'Authie. On s'est entendu, les élus nous ont suivis, et aujourd'hui en France, il n'y a que 2 estuaires où le jet ski est interdit, baie de Somme et baie d'Authie. Voilà. Donc vous savez, vous parlez. Un grand merci à Patrick Thierry, président de Picardie Nature. Merci Simon Régin, vice-président de la Fédération régionale de la chasse. On a fait le point sur cette saison de la chasse au gibier d'eau, Fabrice. Oui, avec vous, on a vu combien les pratiques de la chasse au gibier d'eau restent encore l'objet de tension, même si des évolutions sont à noter, permettant de maintenir une tradition tout en assurant la sauvegarde d'espèces d'oiseaux migrateurs. Donc un grand merci Fabrice Bourgis de La Voix du Nord. Merci à Mathieu Dubois pour la mise en onde d'une émission à retrouver en podcast et dans les pages régions de La Voix du Nord. Et à la semaine prochaine, au mois prochain, notre émission sera consacrée à la vallée de la Batterie.